Des langues. Il y en a une, mais moi, je suis de la l'intégration de donc, merci à Monica pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler donc de l'intégration linguistique et culturelle des nouveaux arrivants au Québec sous la perspective donc des cours de français. Donc, moi, je parle vraiment des cours de francisation pour poser l'hypothèse que c'est en fait un tremplin pour l'intégration linguistique et culturelle des nouveaux arrivants. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, c'est d'abord une brève introduction. Ensuite, de faire une mise en contexte sur immigration, intégration et francisation au Québec. Donc, peut-être, vous me direz là, si vous êtes familier avec tout ça, parce que je ne savais pas trop là, au niveau de la clientèle, mais je peux passer plus vite ici. Présentation synthèse au niveau empirique, présentation en synthèse de deux études que j'ai réalisées sur l'intégration linguistique et culturelle des nouveaux arrivants. Et finalement, quelques types d'interventions en enseignement du français dans le seconde et une brève de donc, en introduction, le Québec est un environnement, comme on parle d'ailleurs, un environnement linguistique pluriel, ce qui pose le défi, je ne dirais pas le problème, mais le défi de l'intégration des nouveaux arrivants à la culture d'accueil, à la langue d'accueil. Et l'intégration de ces personnes-là est fortement liée à l'apprentissage du français, à l'apprentissage de toute la culture qui vient avec l'apprentissage de la langue aussi. Et je dirais que les deux études empiriques que je vais présenter aujourd'hui se déroulent en fait à Montréal. Donc, oui, le Québec est pluriculturel, multiculturel, même Montréal d'autant plus. C'est à Montréal où s'installent 4 nouveaux arrivants sur 5. Donc, 80% de la nouvelle immigration débarque à Montréal et beaucoup d'entre eux donc, se retrouvent dans les cours de francisation. Et donc, l'apprentissage de la langue, c'est une entrée dans la culture, c'est une porte vers la culture dans laquelle je m'établis. Et le postulat de départ, en fait, de cette présentation-ci, des études suivies, c'est que l'entrée dans l'apprentissage du français, c'est vraiment une entrée dans la culture québécoise. Et on le voit, là, c'est un courant en enseignement des langues, avec toutes les notions d'interculturalisme ici. L'enseignement des langues. Ça va? Oui? OK. Donc, l'enseignement des langues, l'enseignement des langues qui va au-delà de la transmission de savoir, de savoir-faire linguistique, mais qui va vraiment aller chercher les compétences interculturelles des apprenants, aller au-delà de la langue pour former des locuteurs, en fait, non seulement qui sont capables d'utiliser la langue, mais de l'utiliser adéquatement selon le contexte culturel dans lequel ils évoluent. Et en ce qui concerne l'intégration, puisque c'est quand même au cœur des études que je présente et de la présentation d'aujourd'hui, je pensais important de revenir un peu sur ce que c'est que l'intégration et ce que c'est que s'intégrer à une société d'accueil. Donc, c'est, selon le ministère de l'Immigration, c'est le fait de devenir partie intégrante d'une collectivité. Donc là, on pourrait discuter longtemps sur ce que ça veut dire justement devenir une partie intégrante. Mais bon, on est capable, selon la littérature, d'en déduire que c'est un processus d'abord qui est très complexe et qui comprend plusieurs dimensions, dont celle que vous avez là devant vous, économique, civique, politique, linguistique, culturelle et je dirais, etc. C'est un processus aussi bidirectionnel. C'est-à-dire que oui, la société d'accueil offre du support à différents niveaux, par exemple par la francisation, les cours de francisation, mais c'est aussi au nouvel arrivant à s'impliquer, à s'intégrer. Donc, c'est vraiment les deux parties qui font leurs efforts pour arriver à l'intégration des nouveaux arrivants le mieux possible. Et c'est un processus aussi à long terme, donc c'est difficile de quantifier exactement le temps que ça prend pour s'intégrer et se sentir intégré. Dans les deux études que j'ai réalisées, c'était avec des nouveaux arrivants qui étaient là depuis quelques années maximum. Donc pour eux, il n'était pas question encore vraiment d'intégration, mais des études nous montrent que bon, ça prend vraiment plusieurs années, non seulement pour apprendre la langue, mais pour se sentir intégré et se sentir qu'on fait partie intégrante d'une communauté d'accueil. Donc,
l'intégration de façon générale et moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est l'intégration linguistique et culturelle. Donc, on sait que c'est un facteur important d'intégration, dans le processus d'intégration globale des immigrants. Et au niveau de l'intégration linguistique, il existe plusieurs définitions en fait de ce que c'est que l'intégration linguistique. J'ai retenu celle-ci. Donc, sont intégrés les immigrants qui ont la capacité d'utiliser l'une ou l'autre des langues en présence dans la société d'accueil dans leur communication à caractère public. Ici, on parle d'utilisation de la langue et non pas d'avoir une compétence linguistique qui va être similaire à celle d'un locuteur natif, par exemple. C'est une utilisation fonctionnelle pour mes besoins dans la société d'accueil. Et bon, en ce qui nous concerne, le français devient la langue, l'outil pour participer activement à cette société-là, à la vie professionnelle, la vie sociale, culturelle de la société dans laquelle ils arrivent. Et bon, ben, une langue, en fait, dans ce contexte-là, c'est une porte d'entrée, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est aussi une composante identitaire qui va être de première importance, qui a été soulignée par plusieurs auteurs. C'est aussi le véhicule de la culture, donc les liens langue et culture doivent être pris en considération. Et ce sont des éléments qu'on voit de plus en plus, par exemple dans le nouveau programme de francisation pour les migrants adultes, où la dimension identitaire, la dimension culturelle est prend de plus en plus de place et de valeur. Donc, le lien langue, identité, langue et culture aussi sont très présents dans la dynamique d'intégration linguistique et culturelle des nouveaux arrivants. En ce qui concerne donc particulièrement le contexte québécois, en 2013, qui est la dernière année pour laquelle on a des statistiques complètes, le Québec a accueilli près de 52 000 immigrants, nouveaux arrivants. En fait, c'est à peu près la moyenne, c'est 50 000, à peu près la moyenne depuis le début des années 2000. Et ce sont donc 42,6% de ces immigrants-là qui ne connaissaient pas le français. Donc, c'est quand même une proportion intéressante. Et c'est pour ça que le gouvernement offre des services de francisation qui sont destinés à transmettre. Donc, c'est l'objectif qui est libellé comme ça par le ministère de l'Immigration, destiné à transmettre aux allophones des connaissances linguistiques, donc très culturelles, mais bon, suffisantes en français afin de faciliter leur intégration harmonieuse. Donc, on voit que déjà dans l'objectif du gouvernement, il y a l'intégration dans la ligne de mire. Donc, c'est vraiment être capable de transmettre une langue pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Et pour ce faire, en fait, le ministère de l'Immigration et le ministère de l'Éducation ont créé ensemble un référentiel commun de francisation des adultes que vous connaissez peut-être. Donc, c'est un référentiel qui nous assure en fait de l'harmonisation des services de francisation, peu importe où les adultes vont se franciser. Il existe un programme commun, un référentiel commun qui va permettre à tous les acteurs, aux directeurs des différents centres de francisation de se fier à une seule source et d'avoir des niveaux de compétences qui vont être les mêmes. Donc, c'est-à-dire que si on sait qu'un nouvel arrivant a un niveau, c'est une échelle à 12 niveaux, donc un niveau 8 va être égal, peu importe où le nouvel arrivant a fait sa formation. Donc, c'est un gros plus, en fait, pour la francisation au Québec. C'est donc un référentiel qui comprend deux instruments, une échelle québécoise de compétences, donc de niveau 1 à 12, et le programme cadre de français pour les nouveaux arrivants qui date de 2011, qui permet donc d'harmoniser le contenu des cours de francisation. C'est un programme assez complet qui comprend notamment des repères culturels, socioculturels, des éléments de la compétence interculturelle. Donc, quand je vous disais que les liens entre la langue et la culture étaient de plus en plus présents, ce nouveau programme-là en fait vraiment la démonstration. Ce sont, c'est, je dirais, l'instrument d'uniformisation de tous les cours de francisation qui existent aux adultes au Québec. Justement, si on parle de tous les cours, je veux peut-être vous dresser rapidement un portrait synthèse de l'offre de formation qui est destinée aux immigrants adultes en ce moment. Donc, ils ont plusieurs choix, les nouveaux arrivants adultes, quand ils veulent prendre des cours de français au Québec. D'abord, il y a toute la gamme des cours de français en présentiel, les cours dans la classe, qui attire là, environ 20 000 étudiants par année depuis 2002. Donc, c'est énorme les cours en présentiel. Ce sont des cours qui sont offerts par les partenaires du MIDI. Le MIDI, c'est le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Donc, les partenaires du MIDI, ce sont des écoles de langue, ce sont des universités, des cégeps, des collèges, des centres de francisation, donc plusieurs partenaires différents qui sont dans
les grands centres urbains, mais on en retrouve aussi un peu partout dans la province, qui offrent des cours de français selon différentes formules, temps complet, temps partiel, beaucoup de demandes pour le temps partiel pour permettre à ces gens-là justement d'entrer dans un monde, dans un travail et au niveau professionnel, donc ça a beaucoup plus de flexibilité. Des cours de communication orale, communication écrite. On a aussi des cours de français spécialisés, qui était une demande, je dirais, récurrente depuis plusieurs années là, pour essayer de lier l'intégration et linguistique et culturelle, mais aussi professionnelle, parce que ce sont de nouveaux arrivants qui arrivent avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire dans leurs premières années d'immigration. Donc, oui, ils veulent se franciser, ils veulent apprendre la langue, mais il y a des besoins quand même financiers qui viennent avec ça. Et pour éviter de perdre en fait les apprenants des cours de francisation qui doivent à un moment donné aller travailler pour subvenir à leurs besoins, le ministère a décidé d'offrir des cours de français, mais vraiment spécialisés dans leur domaine. Donc, ce sont des cours de français pour les sciences de la santé, pour le génie, pour l'administration et pour les infirmiers et infirmières. Donc, oui, on apprend le français, mais de façon extrêmement ciblée sur les besoins de ces gens-là, les futurs besoins en emploi de ces gens-là. Donc, un vocabulaire technique qui va être différent des cours à l'oral, par exemple. On va faire de l'oral et de l'écrit, mais ça va être toujours mis en contexte selon les besoins de la profession. Donc, ce sont des cours extrêmement importants et qui gagnent en popularité et en nombre d'adhérents. Il y a aussi, depuis 2008, la francisation en ligne, les cours de STEL dont on parle beaucoup, qui ont attiré donc près de 20 000 aussi participants, mais depuis 2008. Et ils ont la particularité d'offrir des modules de francisation donc en ligne que les participants peuvent prendre dès qu'ils ont leur certificat de sélection du Québec. Donc, quand ils sont sélectionnés comme immigrants par le Québec, quand ils sont dans leur pays d'origine, ils peuvent commencer tout de suite le cours de français en ligne au niveau intermédiaire ou avancé. Donc, c'est une façon de les outiller avant qu'ils arrivent. Ce sont des modules qui comprennent énormément d'éléments culturels. Donc, on veut présenter ce que c'est que, par exemple, comment on se cherche un appartement au Québec, quels sont les endroits pour aller se chercher un logement, comment faire, comment contacter les gens, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments culturels qui sont véhiculés à travers ça. Il y a aussi l'accompagnement par des tuteurs québécois qui se fait. Donc, les étudiants, même dans leur pays d'origine, peuvent commencer à comprendre un peu ce que c'est que le Québec et le français québécois, parce qu'une des lacunes des programmes, en fait, il y a plusieurs immigrants qui arrivent en ayant fait une formation de français dans leur pays d'origine, mais ils ne connaissent pas du tout les particularités du québécois ou la culture québécoise, et ils arrivent et là, ils se rendent compte que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, alors pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, donc enseigner la langue, mais dans une perspective très québécoise. Donc, c'est une présentation d'éléments linguistiques, mais aussi culturels et professionnels. Il y a des modules vraiment ciblés sur l'emploi, le marché de l'emploi au Québec. C'est un outil qui gagne en popularité, mais pour lequel on a donc pas de données empiriques pour le moment. Donc, on en parlait ce midi. J'ai une subvention de recherche avec mon collègue Simon Collin là-dessus pour aller chercher des données sur l'apport de la francisation en ligne, sur l'intégration justement de ces nouveaux arrivants-là, à quel point ils sont à quel point c'est un outil qui est important dans le cheminement des apprenants, que ce soit avant d'arriver ou ils peuvent aussi suivre la francisation en ligne lorsqu'ils arrivent. Donc, peu importe à quel moment de leur migration. Mais on pense, je fais l'hypothèse que c'est vraiment un outil qui est très important parce qu'on n'a pas encore les résultats. Les cours de français également en milieu de travail. Donc, oui, il y a des cours spécialisés en présentiel, mais il y a aussi des cours qui vont aller rejoindre les nouveaux arrivants là où ils sont. C'est-à-dire qu'un employeur peut contacter les partenaires du ministère de l'Immigration et dire dans mon entreprise, j'ai plusieurs employés nouvellement arrivés et j'aimerais leur offrir des cours de français sur mesure. Donc, le ministère offre aussi ce genre de cours-là un peu à la demande. C'est aussi je dirais que ça gagne à être plus connu parce que bon, c'est sur les heures de travail, c'est pas tous les employeurs qui veulent consacrer, qui veulent permettre à leurs employés de prendre ces cours-là sur les heures de travail. Mais il y a des belles initiatives qui sont à ce moment-là. Et c'est vraiment une francisation qui est orientée là, sur les besoins professionnels de ces gens-là dans cette entreprise-là. Donc, c'est extrêmement spécifique comme cours. Ça fait le tour un peu de l'offre de francisation.
Est-ce que on peut peut-être, si vous avez des questions à ce moment-ci sur ce qui vient d'être évoqué? Oui. Oui. Non, c'est une des, selon moi, une des lacunes, oui. Euh, ben, le défi est plus grand à relever parce qu'il y a beaucoup justement, de correspondance avec des éléments culturels. Donc, là, on parle de la base au niveau des dictats, mais je pense qu'il y a un travail à faire quand même. Parce que selon l'échelle à 12 niveaux, là, le niveau intermédiaire, c'est de 5 à 8. Donc, 1, 2, 3, 4. Les niveaux 1, 2, 3, 4 du Québec ne sont pas pris en considération dans la francisation en ligne. Mais en même temps, pour être sélectionné pour immigrer au Québec, il y a une compétence minimale qui est demandée. Par contre, on se rend compte par les statistiques qu'il y en a 40 qui ne parlent pas français de façon fonctionnelle. Donc, pour ces gens-là, ça pourrait être bénéfique en fait d'avoir une espèce de cours débutant ou en tout cas un module qui va aller étudier un peu plus leurs besoins à eux parce qu'ils ne sont pas encore intermédiaires et qu'ils ne peuvent pas encore suivre le cours intermédiaire de francisation. Oui. Oui. C'est beaucoup de groupes linguistiques qui sont très différents du français. Juste pour les statistiques, j'ai les pays de provenance. De 2009 à 2013, le premier pays de provenance d'immigration, c'est la Chine. Ensuite, c'est l'Algérie, le Maroc, la France et Haïti. Oui, tout à fait. Et Haïti, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment, c'est les immigrants, les ressortissants beaucoup chinois et asiatiques là, qui sont dans le top 10-15. Oui. Donc, oui, mais on se rend compte que En fait, la connaissance au monde du français, c'est une autodéclaration. Donc, ce sont les gens qui disent je parle ou je ne parle pas français. Il n'y a pas trop de nuances. Et bon, la personne qui se considère comme parlant français peut ne pas le parler vraiment. Donc, on ne sait pas. C'est une statistique qui est à prendre, je dirais, avec un grain de sel. Mais pour entrer au Québec, oui, on demande, il y a une échelle de pointage et plus l'apprenant parle français dans son entrevue, oui, à l'entrevue, dans le pays d'origine. Ouais, dans le pays d'origine. Alors là, c'est ça, il n'y a pas on n'a pas de contrôle. Le Québec n'a pas nécessairement le contrôle tentacule dans le pays d'origine, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui effectivement, ont leur sélection leur certificat de sélection du Québec et on passe l'entrevue, ils ont eu beaucoup de points, mais on les retrouve dans nos cours au niveau du temps quand même. Donc, il y a aussi la dimension professionnelle aussi qui est importante. Il y a des gens qui ont une perspective d'emploi importante vont avoir plusieurs points. Donc, parfois, la langue va glisser un peu si on sent que cet immigrant-là a des capacités pour apprendre la langue, mais ça reste une auto-déclaration. C'est risqué de demander si on a des questions avant la fin de votre présentation, mais oui. Je vais y aller avec une. Mais parce qu'après, je vais dans les études empiriques, donc l'aspect linguistique, finalement, est beaucoup plus facile à mesurer, il me semble, que l'aspect culturel, l'intégration. Avez-vous des outils que vous utilisez, avez fait des recherches sur je vais vous montrer ça dans la deuxième partie, mais les outils, ça reste limité, dans le sens qu'il faudrait vraiment aller suivre un nouvel arrivant dans ses allées et venues pendant plusieurs jours, mois, années, pour vraiment comprendre son intégration de sens culturel. Ce qu'on fait, c'est par des questionnaires, par des entrevues. On essaie de retirer l'information que l'on cherche pour voir justement à quel point il y a une appartenance à certains milieux culturels et la consommation de produits culturels. Mais ça reste encore là, c'est des pratiques qui sont déclarées par les nouveaux arrivants et non pas observées par le chercheur. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les chercheurs, par contre, présentement? C'est très difficile à faire. Il y a des tentatives de recherche ethnographique, de justement leur suivre les nouveaux arrivants dans leur quartier. C'est avec des populations extrêmement faibles, en fait, dans le nombre de participants. À ma connaissance, il n'y a pas d'études d'envergure qui ont suivi. Et on a très peu de repères pour l'intégration culturelle en ce moment. Donc, pour l'intégration linguistique, effectivement, ça a été travaillé.
l'intégration culturelle, on se penche, mais on a chacun un petit peu des idées de ce que ça devrait être. Mais à ma connaissance, il n'y a pas une façon de faire. Vraiment, il y a pas de oui, oui, oui. Je vais pas dire le nombre d'heures, j'ai noté. Ouais. Non, non, ça va faire. On ne peut pas y aller, vous ne pouvez pas y accéder, moi non plus. Non, il faut le numéro de certificat de sélection du Québec. Donc, les seuls endroits où vous pouvez avoir une idée de ça, c'est dans des congrès où les gens du ministère vont vous présenter la plateforme. C'est très difficile. Ou que vous connaissez quelqu'un qui a accès, là. Ça fait des ça aussi. Mais c'est minimum de 6 heures par semaine. Mais c'est flexible et ils peuvent suivre à leur rythme. Par contre, je ne sais pas au total, ça fait combien d'heures. Non, pour avoir toujours accès à la plateforme, il faut faire 6 heures par semaine sur la plateforme. Et il y a des groupes de discussion avec d'autres nouveaux arrivants. Donc, c'est vraiment une équipe de chat. Pour être ailleurs, à l'international, en train d'échanger des discussions avec des arrivants qui sont déjà sur place. Oh oui, oui, oui. Ça marche par fuseau horaire, en fait. Les groupes sont faits selon le fuseau horaire. Parce que le tuteur donne ses disponibilités dans une plage horaire X, convient à un fuseau horaire X. Mais vous-même, comme chercheur, vous n'y allez pas. Non. C'est très intéressant. Nous, c'est déjà galère pour avoir des données avec le ministère. Donc, non, ça, on n'a vraiment pas accès. Ce que je vais faire, c'est si je regarde les étudiants chez moi qui viennent d'étudier ici et en anglais en seconde, qui atteignent un niveau, du moins à leur pays d'origine, mais ils vont toujours se retrouver à un niveau inférieur ici, même si on dit qu'ils sont à un niveau intermédiaire, simplement parce qu'ils sont entourés de d'autres personnes qui sont des apprenants aussi de l'anglais comme dans le seconde en Chine, et ils arrivent ici, ils ne peuvent pas nous comprendre parce que le rythme est beaucoup plus vite. Alors, je pense que de là, l'écart, ils disent qu'ils sont à un niveau intermédiaire, et ils se rendent ici, là, c'est comme ma cellule sur Mars, parce que tout le monde parle beaucoup plus vite, ou avec un accent différent. Alors, c'est ça, ils se retrouvent à un niveau inférieur au niveau où on leur a classé là, avant de partir. C'est exactement ce commentaire-là dans la présentation que tu en français, c'est intéressant, en anglais, on a tout ici. OK, yeah. Donc, je vais y aller avec la présentation d'études empiriques et là, peut-être qu'il y aura réponse à vos questions, peut-être pas, en fait, au fond. Donc, les cours de français, donc c'est une route vers l'intégration, mais bon, j'ai mis une route qui avait une courbe à la fin parce que en fait, c'est sinueux. J'aurais pu choisir une photo avec un orignal, il y avait des photos d'orignal qui passent, et je me disais, bon, c'est une belle image d'embûche qui peut arriver d'obstacles dans l'intégration des nouveaux arrivants. Et oui, des nids de poules, tout à fait. La première étude, donc, comportait plusieurs questions de recherche, dont celle-ci que je vous présente aujourd'hui. Quelle est l'importance accordée par les immigrants adultes à l'apprentissage du français pour s'intégrer? Et là, pour s'intégrer, il y avait la dimension linguistique et culturelle. Et quelles sont les expériences d'apprentissage du français que les immigrants adultes recherchent? Ça fait semble beaucoup sur justement la première question aussi, donc elles sont très liées. Et c'est une étude donc, qui a été réalisée avec 110 participants, c'est une étude mixte, questionnaire écrit et entrevue semi-dirigée. Donc, ce sont des participants de cours de français de niveau intermédiaire à Montréal, 110 participants au questionnaire écrit, 14 ensuite de ceux-ci qui ont passé une entrevue individuelle. Donc, je passe un peu les détails, mais juste pour vous vérifier que c'était peut-être le plus important, c'est que c'est une population très hétérogène d'apprenants, ça ne ciblait pas une origine culturelle spécifique. Et l'âge moyen, donc 34 ans, ils avaient passé en moyenne 1 an au Québec, ça c'est une donnée importante. Et la même chose à peu près pour les participants à l'entrevue. Et la méthode, donc questionnaire écrit, entrevue individuelle, semi-dirigée, ce sont des instruments d'enquête qui ont été élaborés à partir du cadre de référence pour le développement de la compétence interculturelle en éducation aux langues, que vous connaissez peut-être. Le Conseil de l'Europe en a fait aussi de ce cadre-là, celui, moi, que j'ai pris, ou en fait, duquel je suis inspirée, c'est
fait d'autres articles là-dessus. Mais je trouvais que c'est important quand on va chercher leur représentation, entre ce qu'ils pensent de leur intégration. Le questionnaire ici, pour moi, n'était pas suffisant. Il a donné des données vraiment intéressantes, mais les entrevues ont enrichi beaucoup, ont permis de soutenir beaucoup de choses, même si c'était avec beaucoup moins d'apprenants. Et bon, les principaux résultats, c'est d'abord au niveau de l'importance du français. Ce qui en est ressorti, c'est le rôle primordial du français pour l'intégration personnelle et professionnelle. Et dans personnel, il y avait toute la dimension et linguistique et culturelle, mais davantage linguistique. Ce sont des gens qui étaient ici depuis 1 an, et pour eux, c'était la langue qui primait, et souvent ils me disaient, ben, la culture c'est intéressant, mais quand j'aurai la langue qui sort, je vais être capable de m'intégrer à la culture, de mieux comprendre la culture. Pour l'instant, leur objectif, c'était la langue. Et pour l'instant, leur objectif, c'était, en fait, ils étaient au niveau intermédiaire, ils le terminaient. Donc, la prochaine étape, c'était soit ils s'en allaient au niveau avancé, soit ils s'en allaient en recherche de travail. Et là, il y avait toutes ces considérations professionnelles. Est-ce que mon niveau de langue est suffisant pour avoir un emploi qui est à la hauteur de mes qualifications dans le pays d'origine? Mais bon, souvent, ils s'en rendent compte, ils pensent que la réponse va être non, mais ils essaient quand même, et finalement, bon, ça fait des allers-retours entre les cours de français, des emplois précaires, on revient, on reprend. Donc, il y a beaucoup cette dynamique d'aller-retour entre les cours de français et le marché du travail là, au début de l'intégration. Il y avait aussi, ce que j'ai noté, c'est le sentiment d'obligation ou de nécessité, parce que les cours de français, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des cours gratuits, qui sont offerts gratuitement par le ministère de l'Immigration. Et les cours, par exemple, en présentiel, ils sont payés pour y assister. Donc, ils ont une allocation hebdomadaire pour y assister, c'est pas énorme. Mais je veux dire, ils n'ont pas à débourser eux-mêmes pour le cours. Et plusieurs de ces gens-là se sentent un peu redevables. Ils disent, je me sens, bon, je dois réussir, c'est des cours que je n'ai même pas payés. Donc, il y avait ce sentiment-là d'obligation par rapport à la société qui sont reconnaissants. Oui, qui investissent, c'est ça, dans leur potentiel, finalement. Et aussi, bon, c'est une obligation de par leur réalité quotidienne. Dépendamment où ils habitent, plusieurs doivent parler français quotidiennement dans leur vie. Certains d'entre eux, dans les 14 entrevues, par exemple, n'ont jamais à parler français dans leur vie quotidienne parce qu'ils habitent dans un quartier qui est majoritairement soviétique ou anglophone. Toutes les cours se déroulent en anglais. Donc, il y avait aussi, oui, ce sentiment d'obligation, de nécessité, puis d'un autre côté, la réalité fait que ben, ma réalité à moi, c'est que je suis capable de fonctionner en anglais quand même. Donc, parfois, il y avait cette dualité-là du discours des apprenants dans les entrevues, dans le questionnaire positif. Et au niveau de l'apprentissage du français, il y a 2 modes qui sont préconisés pour justement être capable de mieux s'intégrer. D'abord, c'est l'apprentissage qu'ils ont dit formel. Donc, c'est eux-mêmes, le terme vient de quelques apprenants qui m'ont dit apprentissage formel dans les cours ou en français en ligne. Mais c'est des cours de français qui suivent. Et l'autre pendant, c'était tout ce qui est informel, donc à l'extérieur des cours dans la vie quotidienne. Et l'intégration linguistique va commencer avec le formel, mais c'est dans leur discours, c'est par l'informel qu'ils vont réaliser qu'ils sont intégrés. C'est est-ce que je suis capable d'utiliser la langue à l'extérieur des cours, d'être en contact avec la culture québécoise et de la comprendre, de l'apprécier. Donc, moi, quand je les interrogeais, ils étaient en contexte formel et certains avaient des contacts informels, mais très peu. Vous allez voir ici bon, certaines citations. Donc oui, les cours de français, c'est un moyen privilégié pour entrer en contact avec la langue et la culture québécoise. Donc en ce sens, c'est un tremplin, mais un tremplin, ça ne veut pas dire qu'on y est, ça veut dire qu'on s'en va vers. Et on voit ici la citation d'un apprenant mexicain qui parle des cours et qui dit « C'est des très bons cours passés ici. Si je n'ai pas une bonne communication, c'est plus difficile de trouver un bon travail, de m'intégrer, de trouver des nouveaux amis ici. Et pour moi, c'est très important. Les cours, ça m'a aidé beaucoup. Et maintenant, après les cours, je me sens beaucoup de confiance en moi-même dans la recherche d'emploi et tout ça. Ça, je l'ai reçu des cours de français. Donc, on voit que c'est par la base, c'est les cours de français. Ensuite, c'est pour installer une espèce de, oui, une confiance linguistique qui va faire en sorte que je peux me jeter un peu dans le vide ensuite et j'ai confiance en mes moyens pour la suite, qui est souvent au niveau professionnel. Et au niveau de l'intégration culturelle, plusieurs disaient donc, et dans le questionnaire et dans l'entrevue, qu'ils n'avaient pas vraiment de contact culturel à l'extérieur des cours, mais que les cours de français étaient vraiment la base de leur découverte culturelle. Et ça, c'est intéressant parce que
ça vient appuyer le postulat de langue culture et dans j'enseigne une langue, j'enseigne une culture. Donc, ils se sont rappelés beaucoup d'éléments culturels qu'ils avaient vus dans leur cours de français. Par exemple, toutes les sorties et visites culturelles, donc les musées, le cinéma, les expositions, les concerts, les festivals, les bibliothèques, cabanes artistiques, etc. Donc, ce sont des éléments marquants de leur apprentissage de la langue. Les repères aussi que leur enseignant pouvait leur transmettre concernant l'histoire, la géographie, la littérature au Québec. C'est des choses qui restent et tout ce qui concerne aussi l'actualité, je dirais, la lecture de journaux, d'articles en classe, qui traitent d'éléments culturels propres à leur culture d'accueil, et les éléments de préparation à l'emploi, donc la culture du travail, les entrevues, comment faire une entrevue au Québec, comment rédiger un CV au Québec. Donc, ceux qui avaient eu accès à ces éléments-là dans leur cours de français en ont parlé en grand bien, ça les a vraiment aidés pour leur intégration. Donc, l'importance pour eux, c'était vraiment ça, un cours de français doit faire le lien avec l'extérieur. Et donc, c'est important de comprendre, de connaître ces éléments-là pour eux, pour ensuite, justement, les exploiter à l'extérieur. Et également, il y avait toute la dimension de l'importance des enseignants de français pour les nouveaux arrivants, qui sont souvent la personne ressource, la première personne francophone, en tout cas locuteur du français qu'ils connaissent et à qui ils vont s'adresser. Et le prof de français devient beaucoup plus qu'un enseignant et va régler parfois pas des problèmes, des questionnements qui vont toucher à n'importe quelle sphère de la société. C'est le premier contact avec la langue et la culture. C'est aussi souvent les initiatives et les suggestions des enseignants qui sont à l'origine des contacts de ces apprenants-là avec la société québécoise. Des histoires, par exemple, de jumelage de ces apprenants avec des apprenants, pas des apprenants, mais des étudiants francophones, qui font que dans le cadre du cours, il y a eu un jumelage linguistique qui s'est développé, puis finalement, ces deux personnes-là continuent à se voir et développent des amitiés, et par cette connaissance-là, le nouvel arrivant peut mieux comprendre la culture, mieux intégrer la culture, etc. Donc, c'est par l'enseignant que beaucoup de choses se passent au niveau culturel. Et donc, ça, c'était finalement l'apprentissage formel de la langue dans le cours. Tout ce qui concerne l'apprentissage informel, l'enquête en fait a révélé que les nouveaux arrivants sont vraiment à la recherche de cet apprentissage-là. Ils veulent utiliser le français à l'extérieur du cours et pratiquer et améliorer leur français, par exemple, dans le cadre du travail, de bénévolat, de stage, d'échanges linguistiques, de contacts, de travail, de loisirs, pardon. Ils veulent se faire des amis, c'est ce qu'ils disent. Je veux des amis francophones, mais je ne sais pas où les trouver et j'ai de la difficulté à aller dans des milieux où ils se trouvent aussi. Souvent, ils se retrouvent entre nouveaux arrivants. Donc, par exemple, dans les services communautaires aux nouveaux arrivants, où ils offrent des activités de loisirs, de sport, ce sont tous de nouveaux arrivants et ils déplorent le fait qu'il n'y ait pas de francophones qui participent à ces choses-là. Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils apprennent dans la classe n'a pas nécessairement d'adéquation ou pas toujours avec la vraie vie. Ils aimeraient que la classe soit un contexte plus authentique. Et la difficulté d'avoir des interactions significatives avec les francophones, à part quand je fais mes achats ou à la banque, vraiment des amitiés, ça a été relevé dans les entrevues par tout le monde et dans le questionnaire ici également par plusieurs personnes. Donc, les interactions restreintes avec les francophones viennent du fait que ce sont des apprenants que moi j'ai pris là, en salle de classe. Donc, bien sûr, ils ont des contacts beaucoup avec les nouveaux arrivants. Ils sont en situation de pré-emploi pour la plupart. Donc, plusieurs disaient c'est par l'emploi et le marché du travail que je vais me créer des contacts avec les francophones. Et il y a la barrière de la langue parlée, encore là, la langue qu'ils apprennent et qu'ils entendent et qu'ils doivent parler à l'extérieur est vraiment différente selon eux. Donc, vous voyez un peu là, selon l'apprenant colombien ici qui dit que c'est vraiment différent. Il se sent vraiment à part des Français québécois. Donc la différence qui relève la différence de langue entre les cours et la rue, qu'ils appellent le français qu'eux ils parlent. Et les interactions restreintes avec les francophones, c'est en fait, selon plusieurs façons, c'est quelque chose de primordial dans la dynamique d'immigration. Pagé et Lamarche qui ont indiqué que l'essentiel du rapport au français de ces nouveaux arrivants-là tient aux occasions qui leur font faire de créer des liens
avec des liens sociaux ou des liens culturels profitables avec des personnes dont la langue de communication est le français. Donc, c'est important pour eux d'avoir ces liens-là pour se créer un réseau, parce que du réseau va partir plusieurs choses. C'est par le réseau que peut-être ils vont trouver un emploi qui va être davantage francophone. On remarque que les nouveaux arrivants qui ont davantage un réseau anglophone ont tendance à rester dans ce réseau-là. Et après, bon, ben, le travail et les enfants vont être dans ce réseau-là. Donc, c'est vraiment au départ que pour la francisation, en fait, on préconise les interactions entre immigrants et francophones, mais c'est difficile à faire. Donc, finalement, ce que ça donne, ce sont des apprenants qui veulent s'intégrer et qui connaissent la démarche pour le faire. Donc, pour eux, là, selon les données, la démarche, c'est d'abord améliorer leur connaissance linguistique. C'est pour ça qu'ils sont dans un cours de français. Par la bande aussi, leur connaissance culturelle, mais ce n'est pas un cours de culture. Ils s'en vont dans un cours de langue. Donc, et ça, ils le savent, en cherchant des contacts avec les francophones, en s'imprégnant donc de leur nouvelle culture. Et ils le savent très bien, il faudrait que j'aille voir des films en français, il faudrait que je m'implique dans les festivals, mais je suis dans un moment où déjà apprendre la langue, c'est beaucoup, je travaille en temps partiel, j'ai des enfants, donc ça reste un vœu un peu plus pour reprendre l'expression tout à l'heure, et qui espèrent devenir des êtres interculturels. Et c'est un terme qui a été utilisé même par eux, faire l'interculturel entre les cultures, les interactions entre les cultures. Donc, ils espèrent créer, justement, comme l'a dit cet apprenant roumain, construire des ponts entre les cultures qui veulent aller vers l'autre, mais ils veulent aussi que l'autre aille vers eux. Donc, le processus bidirectionnel de l'intégration dont je parlais tout à l'heure est ici. Donc, finalement, oui, ces gens-là veulent s'intégrer. Bien sûr, vous me direz, c'est un peu biaisé parce que oui, je les ai pris dans un cours de français. Donc, ceux qui peut-être ne veulent pas parler ne veulent pas faire d'efforts conscients ou formels pour parler la langue, ils ne vont pas se franciser. C'est quand même une démarche qui est individuelle. Donc, le fait qu'ils soient en salle de classe de niveau intermédiaire veut dire aussi qu'ils sont motivés. Là. Mais oui, c'est des gens qui veulent s'intégrer à la communauté, qui prennent les moyens linguistiques pour le faire, mais le culturel va venir souvent plus tard. En conclusion, donc, une très grande importance accordée à l'apprentissage du français et l'acquisition du français sur le terrain par des contacts informels avec les francophones qui va vraiment être un plus ou un complément au cours de français pour favoriser vraiment leur intégration linguistique culturelle. Mais donc, en contexte d'immigration, c'est ressorti, ce qu'eux me disaient, c'est que j'apprends la langue pour être capable d'aller plus loin, d'utiliser la langue dans mes interactions quotidiennes avec des francophones pour découvrir la culture, etc. Donc, c'est la base. Le cours de français devient la base de toute cette intégration-là. En conclusion, c'est ressorti de la première étude. Et je vais faire le lien tout de suite avec la deuxième. Si vous avez des questions, vous pouvez les garder peut-être pour la fin. Donc, la deuxième étude qui, elle, s'est attardée à une population spécifique qui sont les apprenants sinophones, les apprenants d'origine chinoise. Parce qu'après la première étude, je trouvais que c'était très large. Je me disais, pourquoi pas cibler donc une communauté et les apprenants d'origine chinoise dans la première étude avaient donné des données qui étaient justement différentes des autres et je voulais cerner un peu davantage cette communauté-là. Et donc, le but, c'est d'explorer le portrait linguistique et culturel d'immigrants d'origine chinoise qui sont en apprentissage du français formel au Québec, à Montréal encore, pour mieux comprendre cette population d'apprenants et pour donner aussi des pistes aux enseignants qui ont ces apprenants-là dans la classe. Donc, pour faire un peu pourquoi en fait s'attarder aux apprenants d'origine chinoise, je l'ai dit tout à l'heure, la Chine, le premier pays de provenance des immigrants au Québec en 2013, c'est près de 10% des immigrants admis au Québec en 2013 qui venaient de la Chine. Et il y a 21 000 et quelques immigrants d'origine chinoise qui sont arrivés au Québec depuis 2009, entre 2009 et 2013. Donc, ça fait plusieurs de ces personnes-là qui arrivent dans les classes de francisation, qui veulent se franciser. Et dans des classes, d'ailleurs, dans beaucoup de classes de débutants. Donc, on a, dans certains contextes, là, des classes de débutants vont être à 90-95% chinois. Donc, ça fait beaucoup d'apprenants chinois dans les classes. Et ce sont des... On voit que, par le volume que c'est une population intéressante et aussi les enseignants qui disent que certaines problématiques, ils ne savent pas comment les attraper à certains niveaux, ces apprenants-là. Donc, ça m'intéresserait
ça m'intéressait d'aller regarder davantage. Les questions de recherche, il y en avait donc 3 principales. L'expérience d'apprentissage du français pour les apprenants francophones dans les cours de français, à l'extérieur des cours, un peu pour faire écho à la première étude, et l'importance du français pour s'intégrer à la société québécoise. Donc, c'était vraiment là sur les mêmes thématiques, mais avec un échantillon plus ciblé. Et cette fois-ci, il y en avait beaucoup moins, donc il y avait seulement 15 participants, mais des entrevues de plus longue durée, pas de questionnaire non plus. Donc, ce sont des, encore là, de niveau intermédiaire, donc niveau de français similaire, qui utilisaient, lorsque je les ai rencontrés, un cours à temps complet dans une école de langue à Montréal. Ils avaient passé 2 ans et demi en moyenne, donc un peu plus de temps que lors de la première étude. Les données, par contre, ne sont pas si différentes, donc je ne suis pas affirmée de par contre significative de différence de temps passé. De toute façon, c'est comparer des choses qui ne sont pas nécessairement comparables, mais attirer votre attention, ça faisait un petit peu plus de temps que ces gens-là étaient au Québec lorsqu'ils ont été interviewés. L'approche méthodologique, donc descriptive, exploratoire, avec une entrevue individuelle semi-dirigée, une analyse par catégorisation thématique qui a été effectuée avec le corpus ensuite, et qui a donné donc des différents thèmes selon les 3 questions de recherche qui ont été élaborées. Et pour l'expérience d'apprentissage du français dans les cours de français, d'abord, pourquoi suivre des cours de français au Québec? Ils ont tous répondu que c'était pour faciliter leur processus d'intégration et selon 3 sphères différentes. D'abord, le travail, être capable de travailler dans son domaine. Ensuite, pour poursuivre ses études. Plusieurs n'avaient pas eu de reconnaissance de diplôme et devaient poursuivre, devaient faire un nouveau diplôme en français pour avoir un niveau assez élevé en français. Et c'est important qui n'avaient pas été mentionnés dans la première étude de façon aussi importante, justement, aider leurs enfants dans le parcours scolaire. Et là, c'est toute la dynamique de le parcours scolaire de l'enfant qui devient un vecteur d'intégration des parents. C'est ressorti très, très fort auprès de ces apprenants-là. Donc, la motivation, une des motivations principales, oui, je travaille, oui, je poursuis au niveau professionnel et personnel mon apprentissage, mais je veux aussi être capable de suivre les devoirs de mon enfant de 6, 7, 8 ans qui va être dans le parcours scolaire francophone de par la loi 101 qui demande aux immigrants de rentrer dans le système scolaire francophone. Donc, c'était un grand facteur de motivation de l'apprentissage du français. Et justement, dans les cours de français, les activités qui pour eux ont été les plus utiles pour être capable d'utiliser la langue et qui, je disais, les activités les plus réussies pour leur intégration et qu'ils ont mises à profit à l'extérieur ensuite, c'est d'abord tout ce qui touche l'oral. Ce sont des gens qui ont fait très peu d'oral dans leur pays d'origine, c'est le commentaire de tout à l'heure, sont plus forts habituellement en lecture et en écriture, mais qui, à l'oral, éprouvent d'immenses difficultés et ils veulent en faire, donc c'est écoute et production orale, grammaire et vocabulaire, mais en situation de communication, donc toujours que ce soit significatif pour eux. Et la pratique de la communication orale en petit groupe, pour plusieurs d'entre eux, c'était tout à fait nouveau. Donc, en Chine, ils apprenaient le français par un prof chinois qui était devant eux, qui parlait en chinois la plupart du temps. Et donc, ils avaient très peu d'opportunités d'employer vraiment la langue entre eux en groupe. Et les activités en lien avec la culture québécoise ont été aussi mentionnées dans une moindre mesure, je dirais, mais l'apprentissage de la culture était aussi là. Il y a eu plusieurs réflexions, et ça, c'était pas nécessairement dans les questions de recherche, mais c'est venu beaucoup en termes de résultats sur les différences entre la culture d'apprentissage des langues en Chine et, dans ce cas au Québec, je dirais, au Canada, dans le monde occidental en général, le rôle de l'enseignant, c'est pour beaucoup. Donc, ils voyaient l'enseignant au Québec comme un facilitateur, un guide, beaucoup plus que quelqu'un qui va leur transmettre du savoir de façon magistrale. Ils apprenaient toute cette culture de l'apprentissage en groupe, par petits groupes, et ça, c'est quelque chose qui les intéressait beaucoup. Et l'environnement linguistique était très différent, donc ils constatent que c'est vraiment une langue seconde. Ils sortent dans la rue, ils peuvent pratiquer ce qu'ils ont appris, versus en Chine où le français langue étrangère, c'est parlé dans les murs de la classe, ils sortaient, personne ne les comprenait. Donc, l'utilité du cours aussi, il la voyait beaucoup plus que le cours de français en Chine. Et les éléments encore là, culturels, les plus appréciés dans les cours de français, ici, ce sont tous les... On était vraiment là, sur la logique de l'oral, qui est l'élément le plus important, donc les discussions informelles au niveau sur la vie au Québec.
Donc, la vie quotidienne, le monde du travail, le système d'éducation, encore là, beaucoup de questions sur les enfants, les produits culturels, l'histoire, etc. Mais mettre l'accent ou utiliser beaucoup en classe des documents authentiques pour parler de ces choses-là. Donc, les enseignants qui apportent des articles de journaux, qui font visionner des extraits d'émissions de télévision, par exemple, ça, c'est des choses qui sont restées et sur lesquelles, en fait, ils ont beaucoup apprécié ces éléments-là, je dirais, pour leur intégration future. Et dans cette classe-là, plusieurs étudiants avaient fait des jumelages avec des étudiants francophones dans le cadre de leur cours de français. Et ça avait vraiment été pour eux donc une révélation que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'était une occasion pour eux en or d'enfin avoir un contact avec un francophone autre que leur enseignant. Donc, pendant 1 heure, 2 heures, ils pouvaient converser avec des francophones. Donc, c'est de dire toute l'absurde de la situation. Donc, ils sont dans une province francophone, je dis francophone, mais ils sont capables d'avoir des interactions francophones avec des francophones à l'extérieur du cours. Donc, c'est un peu ça, c'est à ça que ça revenait finalement leur discours. Et dans les cours de français, leur suggestion pour améliorer les cours et pour aider les apprenants, ben, non seulement d'origine chinoise, mais peu importe les nouveaux arrivants, c'était de mettre encore davantage d'accent sur l'oral, privilégier les petits groupes pour parler plus souvent, favoriser le français en contexte authentique, surtout le français écrit. Donc, utiliser l'écrit pour, par exemple, faire un CV, rédiger une lettre de motivation ou des choses qui sont utiles justement dans leur vie professionnelle et enseigner les particularités du français québécois qui va permettre de relier l'apprentissage dans le cours à l'apprentissage, à l'acquisition finalement à l'extérieur du cours. Je trouvais ça éloquent. Dans la vie, les gens ne parlent pas comme ça et disent ça va bien, c'est pas comment allez-vous. Donc, c'est un petit exemple, mais ça démontre à quel point la petite partie, c'est simple, là, mais effectivement, il y a un côté. Et un étudiant qui est intermédiaire peut se retrouver à être bloqué devant cette réponse-là ou cette question-là parce que c'est pas la forme qu'il a apprise en classe. Alors que c'est quand même une question, bon, relativement facile. Mais c'est d'enseigner ou de parler de ces particularités-là. Et bon, l'utilisation du français à l'extérieur des cours, c'est intéressant de constater qu'il y en a près de 50% qui n'utilisent jamais ou très peu le français. Donc, dans leur famille, dans leur entourage, c'est chinois, ils ont très peu d'amis francophones et ils disent, bon, ils aimeraient, mais ils manquent de temps. Donc, oui, ils sont intéressés parce qu'ils sont dans un cours de français, ils veulent le pratiquer, mais avec toutes leurs responsabilités de nouveaux arrivants, ils manquent de temps. Ceux qui parlent parfois français, c'est beaucoup par les enfants et dans l'espace public, ils sont obligés de le faire. Donc, à la pharmacie, dans les commerces, peu importe, là, avec un médecin, ils doivent le faire. Ceux qui parlent souvent français, c'est intéressant, bon, très peu, c'est 13% sur 15%, mais c'est dans leur emploi à temps partiel. Donc, on voit ici le potentiel, finalement, de la situation professionnelle sur l'obligation, en tout cas, la pratique du français de ces apprenants-là. Et à l'extérieur des cours de français, donc, une des questions à l'entrevue, c'était dans quelle mesure ils participent à des activités culturelles associées à la culture québécoise francophone. Et bon, là, la plupart quand même ont indiqué que oui, ils participent à certaines activités et ces activités-là ont été générées par eux-mêmes. C'est pas moi qui leur donnais des exemples, je voulais vraiment savoir ce que c'était pour eux une activité culturelle reliée à la culture québécoise francophone. Des visites à la bibliothèque, les activités organisées par leur centre communautaire, la lecture de journaux et de magazines, beaucoup en transport en commun avec les journaux gratuits, et l'écoute de la radio, c'est intéressant, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'écoute la radio en français. Et non, jamais, bon, quelques-uns là, ne veulent jamais participer à des activités culturelles, d'abord parce que c'est juste la barrière de la langue. Je n'ai pas la langue pour le faire. Je manque de confiance en moi et je n'ai pas de réseau d'amis pour m'attirer dans une manifestation québécoise, par exemple, une manifestation culturelle, un spectacle, etc. Donc, ils sont vraiment, la plupart sont quand même en marge de la culture, mais je dirais que la plupart, quand même, s'y intéressent et aimeraient en tout cas y aller, mais la barrière de la langue reste plus forte et le manque de confiance en eux va souvent jouer pour ne pas finalement prendre part à des activités culturelles. Et l'importance de l'apprentissage du français pour l'intégration à la société québécoise, ils ont, pour les 2 tiers, indiqué que les cours de français étaient nécessaires pour l'intégration, pour être capable de communiquer dans la vie de tous les jours, pour être capable de lire et comprendre ce qui
qui est vraiment écrit dans leur monde, dans leur environnement, que ce soit des journaux, des horaires d'autobus, des documents administratifs, on les réfère beaucoup à des sites web du gouvernement pour leur intégration, pour différents objets. Donc, ils doivent être capables de lire en français et pour connaître la culture aussi de la société québécoise. Mais, et il y avait un tiers qui avait quand même des réticences là-dessus, qui disait que c'était pas tout, il fallait que ce soit fait en complémentarité avec une immersion dans le contexte francophone. Et encore une fois, qui manquait d'interaction significative avec des francophones, ça pouvait venir par le fait d'avoir des amis, de travailler en français, et manque de connaissances et de pratiques concernant les particularités du français québécois. Donc ça, c'était vraiment pour eux un autre monde et ils avaient de la difficulté à saisir toutes ces particularités-là. Pour certains, c'est carrément une autre langue. Donc, vraiment une difficulté là, énorme liée au français québécois. Donc, en résumé, en fait, l'intégration, c'est, selon les résultats, un équilibre entre la préservation de la culture chinoise et l'acceptation ou l'adhésion à la société, à la culture d'accueil. Donc, c'est un mélange. Et ils disaient souvent, donc, ils veulent prendre le meilleur un peu des deux mondes, mélanger ce qu'ils aimaient de la culture chinoise et être capable de la garder avec eux, mais aussi prendre des éléments qui les intéressent de leur culture d'accueil. Donc, ils étaient là, dans ce processus-là, c'est pour ça qu'une intégration, c'est un processus qui est long, qui se fait à long terme. Je sentais qu'il y avait beaucoup de choix qui étaient en train de se faire. Donc, ils sont ouverts pour la plupart, ceux qui sont partis à l'étude étaient ouverts à intégrer donc, des éléments de la culture québécoise dans leur propre identité ou pour leur propre intégration. En général, j'aurais posé la question, comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent bien intégrés, un peu ou très peu intégrés? Et de façon un peu surprenante, 40% se sentent bien intégrés malgré tout ce qu'ils ont dit auparavant. Un peu intégrés, 27%, donc ce sont des gens qui se sentent moyennement intégrés, qui veulent quand même améliorer leurs compétences pour être capables d'utiliser le français davantage à l'extérieur et avoir des interactions avec les francophones, mais très peu intégrés, notamment par le manque d'expérience professionnelle au Québec, les différences culturelles, les difficultés linguistiques. Et c'est intéressant de noter que ce n'est pas nécessairement les gens qui avaient une compétence en français la plus élevée qui se sentaient les mieux intégrés. Donc, il n'y a pas eu de corrélation à ce niveau-là. Donc, c'est pas ceux qui parlaient le moins bien français qui se sentaient le moins intégrés, pas toujours. Donc, voilà. Oui, parce que l'utilisation de l'anglais, tout à fait, est un élément majeur pour se débrouiller dans la société d'accueil qui est tout à fait bien, surtout à Montréal. Et ce qui ressort de ça, en fait, c'est les éléments clés afin de favoriser leur intégration linguistique et culturelle selon l'analyse des données. C'est d'abord, oui, prendre des cours de français, mais également intégrer le marché du travail, avoir un réseau francophone qui va venir des études ou du travail, mais tout en pouvant compter sur un support de l'environnement chinois, donc la famille, les amis, le centre communautaire chinois sont des éléments très importants à leur intégration pour aider leur intégration. Et finalement, s'adapter à la culture québécoise et participer. Donc, c'est pas leur souci principal, je dirais, d'intégrer la culture. Donc, déjà, intégrer la langue et comprendre la langue, c'est un petit défi. Donc, la culture viendra, selon eux, les pistes d'intervention en enseignement du français langue seconde, je crois, à partir de ça, ce serait d'abord d'aborder avec les apprenants, peu importe leur origine, les différentes méthodes d'enseignement-apprentissage des langues, discuter de comment ils ont vécu leur apprentissage. Ils ont tous appris une langue étrangère dans leur pays d'origine, donc comment ils ont vécu cet apprentissage-là, comment c'était. Donc, comparer peut-être les deux systèmes pour qu'ils en viennent à réfléchir un peu sur la façon dont la didactique du français se fait au Québec ou dans leur société d'accueil et lier davantage les activités d'enseignement à leur vécu, leur réalité à l'extérieur des cours. Donc, prendre vraiment des activités qu'ils vivent dans leur vie quotidienne et les intégrer dans la classe pour que ce soit davantage authentique. Donc, par exemple, des entrevues d'emploi, tout ce qui est discussion sur les façons de faire au Québec par rapport au pays d'origine. Donc, beaucoup d'éléments interculturels, de comparaison, de discussion pour en venir à mieux analyser ces deux systèmes-là de pays d'origine versus la société d'accueil.
À l'oral aussi, donc miser sur l'oral et inclure davantage d'activités de nature culturelle et interculturelle en classe. Inclure aussi des activités qui vont cibler particulièrement les spécificités du français québécois, parce qu'on se rend compte que c'est pas vrai qu'ils vont les apprendre, comme disent les enseignants, sur le tas, tout seuls, quand ils vont être dans la société, mais c'est des choses qu'on peut travailler et explicitement travailler en classe. Par exemple, par l'utilisation des documents authentiques qui vont comprendre ces éléments-là de facto, donc une émission de télévision qui va, un extrait qui va avoir des particularités du français québécois, et mettre en place dans les classes, autant que possible, des opportunités de jumelage entre nos apprenants et les locuteurs du français pour faciliter ces échanges-là, pour donner à nos apprenants une chance justement d'avoir un vécu avec un francophone, de pratiquer en situation réelle et authentique et de dire que j'apprends en français, ça donne quelque chose et ça me permet de communiquer efficacement avec un francophone. Et j'aurais juste envie de faire un petit parallèle avec l'intégration professionnelle, parce que c'est vraiment une thématique qui est récurrente. Donc oui, une intégration linguistique, possiblement une intégration culturelle, mais l'intégration professionnelle a aussi une place importante là-dedans, et dans les études, et dans la rétention des études scientifiques sur l'intégration des nouveaux arrivants, parce que le monde du travail devient aussi une sorte d'entrée dans la langue et la culture, et c'est un peu un cercle vicieux. Donc, c'est-à-dire que les immigrants, ils sentent qu'ils doivent parler français pour s'intégrer au marché du travail, et c'est souvent pour ça qu'ils sont dans les cours de français. Mais c'est aussi cette intégration-là dans le marché du travail qui va leur permettre de développer leurs compétences en français. Donc, à ce niveau-là, oui, l'image du tremplin, parce que le tremplin pour aller en situation d'emploi, et en situation d'emploi, je pourrais pratiquer mon français, me faire, d'avoir un réseau avec des francophones, mes collègues francophones, etc. Je pense dans la vraie vie, c'est effectivement que l'anglais, il y a des collègues anglophones, mais il y a la langue anglaise qui est très présente. Et donc, selon Piché aussi, le milieu de travail va influencer beaucoup les conditions d'insertion et d'intégration dans les diverses sphères de la société québécoise. Donc, c'est vraiment, il y a des gens qui sont spécialisés en intégration professionnelle et qui ne sont pas nécessairement des gens didactiques des langues, mais je pense que le lien, il est à faire aussi. C'est pour ça que les cours en situation d'emploi ou les cours qui vont viser le développement professionnel, je crois que c'est vraiment une formule gagnante pour les langues et l'apprentissage professionnel. Et c'est aussi essentiel de se demander si c'est la connaissance de la langue qui est importante ou si c'est les liens avec la communauté linguistique à travers les emplois qui vont mener à une intégration. Donc, oui, la connaissance de la langue est importante, mais l'importance du réseau, la nécessité d'avoir un réseau francophone pour s'intégrer dans une société. Et donc, il y a une étudiante cubaine dans la première étude qui a dit pour elle, c'était vraiment l'intégration professionnelle qui allait lui permettre de s'intégrer à la société de façon générale. Travailler, c'est vraiment dire que je suis intégrée à la société québécoise. Donc, pour elle, c'est le travail qui était vraiment le but ultime de son intégration, là où ça allait la mener finalement, son intégration. En conclusion, oui, l'apprentissage du français, c'est un tremplin, c'est un moyen d'aller plus loin, mais ce n'est pas suffisant. Il faut privilégier aussi l'acquisition du français sur le terrain avec des locuteurs du français par différentes activités, que ce soit des activités professionnelles, mais dans les cours, des jumelages, l'insertion de documents authentiques qui vont nous permettre d'avoir une prise un peu sur la vraie vie. Et ça va être un complément nécessaire à l'apprentissage plus formel du français, toujours faire des liens avec l'extérieur. Et même si ces nouveaux apprenants-là portent une attention, une importance qui a été marquée pour l'apprentissage du français, donc ce sont des apprenants de langue, mais on voit qu'ils l'utilisent de façon très peu fréquente à l'extérieur. Donc imaginez ceux qui ne suivent pas de cours de français. C'est ça aussi qui peut être assez perturbant. Et donc oui, l'apprentissage du français peut contribuer à l'intégration linguistique et culturelle, mais c'est un apprentissage qui n'est pas terminé une fois que le cours est fini, loin de là. Donc, on veut donner des outils où on peut garnir le coffre à outils de ces apprenants-là pour qu'ils soient capables de se débrouiller le mieux possible dans leur nouvelle langue et dans leur nouvelle culture. Donc, sur ce, je vous remercie et je prends un commentaire. C'est souvent le cas dans les études. Oui, et on a oui, et dans les entrevues surtout.
très difficile d'avoir des... oui, dans la première étude aussi, ils avaient 14 entrevues, beaucoup d'hispanophones. Très peu, justement. Et dans le questionnaire écrit, avant, il y avait une population assez importante justement d'Asiatiques. Et j'ai eu aucun Asiatique qui s'est porté volontaire pour une entrevue après. C'est un peu... Ça m'a donné la puce à l'oreille en disant ben, pourquoi. Et c'est beaucoup des femmes aussi qui veulent parler de leur vécu d'immigration. C'est aussi beaucoup des femmes en contact aussi. Et dans les cours de langue en francisation, on remarque qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Beaucoup de situations où c'est l'homme qui a un travail à l'extérieur et la femme se francise en attendant, ou ces situations-là aussi. En même temps, il y a d'autres. L'échantillonnage est quand même relativement petit, là, mais oui, c'est le cas. Mais juste pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de réticence de la part des enseignants. Oui. Oui, parce que pourtant, le programme cadre du ministère explicite certains éléments et le dit qu'on devrait en parler de ces éléments-là, mais les enseignants ne sont pas tous d'accord avec ça. Je sais pas si, non, ben, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, ouais. Parce que dans ces années-là, j'ai pas fait de recherche dans ces années-là, mais je sais qu'il y a eu ce discours-là culturel que mon était un peu balayé en disant il faut revenir à la base, il faut revenir à l'apprentissage de la grammaire, puis à la syntaxe, puis aux formes linguistiques, puis après, ils se débrouilleront tout seuls dans la culture. Et c'est un mouvement de balancier parce que là, on revient à l'importance de remettre la culture à l'ordre du jour parce que les enseignants ne le font pas d'emblée. Et pourtant, c'est une clientèle qui demande ça, qui doit utiliser la langue pour s'intégrer dans une culture. Donc, ça ne fait pas partie de la culture. Oui, ce sont des modules qui sont préenregistrés, tout le monde a les mêmes modules. Tandis que oui, on a le fameux programme commun qui essaie d'uniformiser, mais ça reste que ce sont dans des endroits différents. Et à partir du programme, l'enseignant, il fait ce qu'il veut. Là. Il n'y a pas de manuel à utiliser. Il y a une liberté quand même dans ses choix didactiques. Donc oui, il y a un programme qui est à peu près uniforme pour tous, mais les choix de l'enseignant, les jugements professionnels font en sorte que c'est pas la même chose dans tous les contextes. De l'enseignant, justement, et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Mais avant, je voudrais revenir sur le commentaire de notre collègue. Moi, je ne serais pas aussi
je ne serais pas aussi pessimiste que vous l'avez démontré, là. Moi, j'ai l'impression que si votre deuxième étude avait été faite avec une population latino, par exemple, moi, je pense que vous aurez eu des conclusions fort différentes. Par le fait même que ces gens-là, normalement, ils aiment rencontrer les gens, ils sont beaucoup plus expressifs, ils aiment parler, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi, vous faites affaire, ou le Québec fait affaire présentement, comme d'ailleurs le reste du Canada, fait affaire présentement avec une population d'immigrants de différentes origines, et par conséquent, souvent, ce qu'on ne fait pas probablement, c'est que les cours ne sont pas nécessairement, c'est difficile à faire, ne sont pas nécessairement adaptés à cette clientèle-là, d'où peut-être des cours en ligne, etc. Là. Mais revenons aux enseignants. Vous avez dit, et je suis entièrement d'accord avec vous, que l'enseignant, c'est finalement souvent le premier contact, le modèle, la personne à qui on va poser des questions qu'on n'ose poser à personne d'autre parce qu'on ne sait pas à qui les poser. Avez-vous interviewé des enseignants dans le cadre de votre étude? Pas dans cette étude-là. Ah, c'est la prochaine étape, en fait. Okay. Et pouvez-vous nous parler un peu de la formation qui est donnée aux enseignants? Ce que vous avez constaté. Bien, sur le terrain, parce que j'ai enseigné moi-même à cette population-là, et ce qu'on constate, c'est que théoriquement, le ministère demande à tous les enseignants qui sont embauchés par lui de détenir une maîtrise en didactique du français en seconde. Pas nécessairement. Donc, on a, mais je te dis, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a un certain moment dans l'histoire de l'enseignement du ministère où on manquait de profs, et ce sont des profs un peu, qui avaient une certaine formation, mais qui avaient le goût d'être là et qui étaient à la bonne place au bon moment, qu'on a embauché. Et encore aujourd'hui? Donc, ils ont eu leur permanence et ce sont des gens qui sont encore en poste aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de formation particulière qui serait donnée à ces enseignants-là, en dépit de leur expérience longue, là. Souvent, en ce moment, il y en a qui sont engagés en ce moment, ce sont souvent des gens qui ont un bac en enseignement du français dans le seconde. Et il y a dans certains programmes des certificats pour adultes, dans l'enseignement aux adultes, donc un complément qui va être. Oui, mais c'est pas vrai que tous les enseignants qui enseignent au midi ont une maîtrise. Mais c'est exigé, c'est ça officiellement. Mais il n'y a pas de formation spécifique. Il n'y a pas un bac de 4 ans, par exemple, dans une université québécoise pour enseigner à cette population-là. Trop de soins vont aller à un ingénieur qui parle français, ben lui, il arrive avec sa famille. Il y a 30, 35 ans, qui a des petits-enfants, qui vont se développer dans la nouvelle société. Donc, c'est pour ça que c'est 40%, notre société est de 30%, le pourcentage qui sont rentrés avec le soin.
Il y a eu des analyses de besoins de fait qui ont résulté en notamment la création de la francisation en ligne. Parce que c'est un besoin, les juniors n'ont pas tous le même horaire de travail et pour certains, c'est très difficile d'aller en classe de façon à temps complet du lundi au vendredi de 8 à 4. Donc, la francisation en ligne est venue justement de ces profils-là qu'on a senti d'offrir, aussi avec le virage technologique, l'utilisation des nouvelles technologies, le ministère a décidé de créer ce programme-là pour pallier à ce manque-là, cette inflexibilité-là qui était caractéristique avant, qui est caractéristique des cours en présentiel. Là, avec une plateforme en ligne et avec un début dans le pays d'origine, ça a beaucoup plus de latitude aux nouvel arrivants. Par contre, oui, est-ce qu'il y aurait... C'est sûr que souvent, le ministère dit on fait des enquêtes de satisfaction auprès de nos apprenants, mais c'est fait avec des apprenants du niveau avancé qui traversent tous les niveaux. Donc, il faudrait voir pourquoi les niveaux débutants, pourquoi ceux qui ont fait seulement un niveau débutant, pourquoi sont partis et de façon large, parce que les données recueillies par le ministère concernent toujours ceux qui ont terminé la francisation. Et ceux qui ont terminé la francisation au niveau avancé, qu'est-ce qu'ils auraient aimé? Bon, on leur demande une satisfaction, des recommandations peut-être, des suggestions pour améliorer les cours. C'est sûr que ces gens-là sont globalement satisfaits s'ils sont rendus à ce niveau-là. Donc, d'aller voir ceux qui ont lâché avant, il y a certaines études qui l'ont fait, mais qui vont cadrer, qui vont aller surtout sur des besoins d'ordre financier. Donc, ce sont des gens qui avaient des responsabilités financières à prendre et qui ont abandonné pour ça. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de grande étude de profil et ça vaudrait, effectivement, ça vaudrait le coup parce que c'est des sommes astronomiques d'argent. Ce budget est vraiment important qui est dépensé en francisation à chaque année. Là. Donc, de mieux comprendre les clientèles et je pense qu'il y a des tentatives avec la francisation en ligne, avec les cours de français spécifiques, justement, là, en génie, en administration, en santé. Ce sont des avancées vers essayer d'aller chercher les gens où ils sont et de s'adapter à leur réalité. Mais ça vaudrait le coup de faire une enquête plus lente. Il y a des études qui ont été réalisées à Saguenay, à ce sujet-là, qui démontrent beaucoup d'Africains du Nord qui ont une intégration extrêmement positive. Mais c'est beaucoup fait de pair, justement, ce sont des milieux plus petits, c'est des organismes communautaires qui les prennent en charge, et le contact aussi avec les gens est différent, le contact avec les francophones autour d'eux est vraiment différent. Peu! Il y en a, mais il y en a, oui,
Il y en a peu. Dans les certains cégeps en région. Oui. Ouais. Bon, non. Oui. Mais ça reste que c'est l'argent et l'emploi qui est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'emploi en région, donc, et les communautés souvent qui s'en vont en région, ce sont des communautés, je pense que des communautés par exemple de beaucoup de Colombiens dans certains endroits parce qu'ils ont entendu dire qu'ils ont des amis colombiens qui se sont trouvés un emploi. Donc, ils créent des espèces de sous-communautés en région, des regroupements en région, mais ceci dit, le milieu est très immersif. Oui. Euh, mais c'est sûr que l'expérience est totalement différente. L'expérience d'intégration, d'immersion, ça reste autre chose. Donc les limites des cours de français sont là. Et la situation extérieure dit ça beaucoup. Ouais, ouais. Et souvent, avec la question des francophones à Ottawa, qu'on aimerait quand même des questions de et les gens c'est un programme justement qui dit qu'on fait cours de langue, ils sont stimulés avec le travail avec les employeurs. Ça, c'est juste potentiellement des rencontres avec des réunions avec les clients, pas au niveau des volontaires et tout ça, mais au niveau des employeurs. Donc, oui, on a des organismes de des rencontres, des plans d'emploi, et puis, s'asseoir, on a un employeur à la même table avec un employeur de l'éducation singulière, pour la mobilité, pour l'offrir et pour la matière d'affaires.
Oui, oui. Pour la petite histoire, je travaille beaucoup sur les jumelages aussi. Et il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ne trouvent pas de francophones, qui ont un bassin d'immigrants qui veulent faire des jumelages. Et de l'autre côté, ils sont incapables de trouver des francophones. C'est ça. Le talent, c'est des... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, c'est vrai. Et juste pour l'anecdote, on va faire ça, mais les gymnases qui fonctionnent très très bien à Montréal, c'est entre des écoles de langue et des résidences pour personnes âgées. De plus en plus, parce que ce sont de part et d'autre des gens qui bénéficient de l'expérience, donc la solitude peut-être qui vient d'être comblée par le fait de parler à quelqu'un et les nouveaux arrivants qui peuvent parler, intervenir. C'est des projets là, super, là, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ça existe. Mais je retiens l'idée de l'emploi. Ben oui, c'est ça. De plus en plus de potentiel. Il y avait deux. Ah, ouais, merci. Alors, c'est peut-être juste une anecdote, mais on était je travaille sur le commissariat aux langues officielles, alors on fait des conférences et des événements de part et d'autre au Canada, mais en fait, on était à la ville de Québec en septembre, et c'était un recrutement d'entrepreneurs. Et ils nous ont parlé qu'ils ont besoin de monde avec certains d'ingénieurs, alors du monde qui ont vraiment sont spécialisés dans un domaine. Alors, c'est des startups qui ont besoin vraiment d'une main-d'œuvre qualifiée. Alors, pour eux, c'est moins important que cette main-d'œuvre ait un français parfait quand ils commençaient à travailler, mais ils embauchaient du monde pour leur qualification, du monde qui venait d'autres pays, mais qui avait les qualifications que cette entreprise recherchait. Et ils avaient embauché un professeur de langue dans l'entreprise. Et c'est des startups, des petites entreprises vraiment, mais qui faisaient tout ce dénouement pour parce qu'il y avait tellement besoin de ces employés. Et ils les jumelaient aussi avec d'autres employés qui étaient québécois. Là. On sait qu'à la ville de Québec, c'est à peu près 5% d'anglophones. C'est vraiment très francophone comme milieu, là, mais ils jumelaient avec d'autres employés qui étaient dans la compagnie, comme, qui étaient capables de... Exactement, exactement. C'était des mentors qui ils suivaient ces employés, ces nouveaux arrivants, et ça produisait aussi des situations où est-ce qu'il y avait, ils faisaient des sorties les fins de semaine. Il y avait cette autre relation qui se développait. C'était vraiment incroyable d'entendre parler là, de Un genre de jumelage de parrainage au niveau très micro, personnel. Et il y avait évidemment des très beaux résultats là, qui venaient partager à l'aspect.
quand même un endroit où il faut se l'admettre, quelqu'un qui parle anglais et qui ne parle pas français à Montréal est capable de survivre. C'est un incitatif c'est un incitatif en moins finalement pour l'immigrant qui a besoin le nouveau arrivé qui a besoin qui va chercher le français comme en fait c'est un contre-incitatif. Alors ça c'est un autre défi auquel le ministère et le gouvernement ont à faire face. On observe, c'est beaucoup des immigrants qui, on leur avait dit qu'ils avaient besoin du français pour immigrer, ils arrivent et pas besoin de parler français. Donc, bon, ben, je vais commencer, tout va bien, je vais commencer à chercher l'emploi. Mais il y a souvent un mur dans certains emplois où on demande, par exemple, de parler français. Donc, à un moment donné, après quelques années, l'immigrant qui dit, ben moi, je veux un emploi qui est à la mesure de mes qualifications. Et pour ça, on me demande la maîtrise du français. Donc, on voit beaucoup, après quelques années, c'était pas dans ces études-là, mais des immigrants qui reviennent en cours de français, beaucoup en cours de français écrit. Parce qu'ils ont une maîtrise quand même qui est correcte, là, mais ils ont besoin pour leur promotion professionnelle du français. Mais c'est intéressant cette dynamique-là de contre-incitatif. Est-ce que vous savez, par contre, par exemple, vous avez dit que sur les 52 000, 42,6% ne connaissent pas le français. Oui. De ces 42%-là, combien connaissent l'anglais? Est-ce que vous avez ces statistiques-là? Je ne dis pas nécessairement un anglais là, parfait, mais... Oui. C'est vrai. Non. Quelle est l'ouverture du Québec par rapport à vos résultats? Est-ce que vous avez fait des recommandations? Est-ce que vous êtes en lien? Oui, tout à fait. Ben, en fait, moi, j'étais quand même assez heureuse du programme cadre. Le programme que j'ai, ça date de 2011. Et je me dis, bon, ben, c'est une avancée. Et la première étude a été réalisée juste avant le programme cadre. Donc, les étudiants de la première étude, ils n'ont pas suivi ce cours-là avec les éléments culturels. Puis en même temps, on a des très bonnes relations parce qu'on est en contact quand même avec eux sur le projet de translation en ligne. Donc, ils savent qu'on s'intéresse à tout ça, mais en même temps, c'est pas trop. Nous, on a des données en public. Ils sont ouverts. Oui, on se rencontre dans des congrès, puis on a des bonnes discussions. J'ai ici les données de nombre de personnes immigrantes admises au Québec entre 2004 et 2013 et leur connaissance du français et de l'anglais. Donc, le français seulement, en fait, l'anglais seulement 17%. Ni français, ni anglais, 22%. Donc, les réfugiés là-dedans, des gens qui ne parlent pas aucune des deux langues officielles du Canada. Le programme est intéressant. Vous avez présenté, les principes sont intéressants. La vision est très bonne. L'applicabilité de ça est difficile. La mise en œuvre est difficile, puis elle amène toutes sortes d'enjeux, les enseignants d'abord, les formateurs en premier. Mais parce que la vision est intéressante, la vision est bonne. Je pense que les gens ont réfléchi à la problématique. Là. Je pense que c'est pour le mettre en œuvre. Dès qu'il y a un changement aussi, c'est souvent le cas, là, mais dans le milieu des enseignants, la mise en œuvre de cette politique-là est difficile. C'est pour ça que moi, j'aimerais... Oui, d'accord. Donc, moi, c'est une des pistes de recherche là, pour vous, pour moi, là, je pense, d'aller voir
côté des enseignants, avoir cette part sur la mise en œuvre de ces cours-là qui sont par ailleurs, oui, je pense qu'il y a des bonnes bases, il y a des belles choses, mais comment ça se passe vraiment quand on ferme la porte, là, on est avec le. Est-ce que c'est vraiment le programme qui est enseigné? Merci à vous. Je vais peut-être juste annoncer, on a deux conférences de plus encore dans la série tout à l'heure. Le 10 avril et le 22 avril, c'est des conférenciers internationaux. On a un prof brésilien qui vient les déplacer sur les et on a